J'espère que vous portez très bien. Alors, nous allons donc avoir des séries voilà, d'émissions tout à l'heure et des débats que nous allons donc engager ensuite. Voilà, essayer de communiquer avec vous. Alors, pour pouvoir démarrer, nous avons déjà une rumeur que nous allons certainement essayer donc de mettre ça sur la place publique. Avoir aussi votre réaction par rapport donc à cette rumeur. On parle donc de réduction donc de réduction et de coupure donc d'Internet. Bon, tout dernièrement, ce sont des messages qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux. Mais cependant, il faut prendre ces messages avec beaucoup de pincettes. Donc, des messages largement diffusés donc sur les réseaux sociaux affirment que voilà, le camp de M. Ouattara aurait donc ordonné donc aux opérateurs euh, Orange, MTN, Mauve et autres en Côte d'Ivoire donc de réduire le débit d'Internet à partir donc du mardi 21 octobre 2025. Au vu donc en vue certainement donc de prévenir selon eux la diffusion d'appels à la désobéissance civile et aussi pourquoi pas selon donc les mêmes la publication ou bien la réduction donc du débit serait donc présentée comme une première phase avant donc la coupure pourquoi pas totale susceptible d'être déclenchée si les manifestations se poursuivent, les dates avancées par donc le rumeur, voilà, c'est clair. Et donc à partir donc de la nuit donc du 24 au 25, on parle donc d'une coupure totale donc de l'internet. Alors, on aura la possibilité tout à l'heure, ladies and gentlemen, de revenir un peu sur cette information. Mais ce que nous pouvons dire, pour le moment, il faut prendre ces informations avec beaucoup de pincettes. Ces allégations parlent aussi donc d'un objectif supposé donc d'empêcher la circulation donc de vidéos montrant donc les violences contre les manifestations. N'oubliez pas que le ministre de la Défense a promis donc de les gérer. Elle appelle donc les manifestants à s'entendre à une coupure brutale d'Internet sur, disons, les jours à venir. Il s'agit certainement d'une rumeur non vérifiée, c'est clair. Mais restons tout de même vigilants et prudents, car dans nos pays, en Afrique, les vraies informations commencent toujours par des simples rumeurs avant de devenir la réalité, compte tenu du fait de l'opacité que nous voyons toujours. La probabilité, cher ami, vous me posez la question de ce scénario, que ce scénario se concrétise, n'est pas du tout négligeable. C'est plausible même d'ailleurs. Plusieurs donc régimes africains, vous le savez, ont déjà expérimenté ce type de stratégie pour contrôler, tromper, réprimer donc l'opposition. Le RDR qui est devenu RHCP pour sa part semble vouloir à tout prix obtenir une proclamation donc de victoire, vaille que vaille, coûte que coûte, quitte à préparer même un hold-up électoral, une seconde rébellion en guillemets, institutionnelle contre la loi exactement pour conserver le pouvoir. Le RDR le fera parce que pour eux, ils doivent ce quatrième mandat. Ce quatrième mandat est devenu une nécessité vitale pour leur hégémonie à la tête donc du pays, hein, pour permettre, certainement comme ils le disent eux-mêmes, d'aller donc à 50 années donc de pouvoir. Donc ne soyez pas surpris. Toutes les herbes donc de la Sainte-Jean seront donc utilisées, chers amis, afin donc d'atteindre cet objectif. Oui, c'est clair. Beaucoup de personnes ne se rendent vraiment pas compte de ce qui est en train donc de se passer, hein. Du moins, nous vivons donc dans deux nations. Disons, il y a plusieurs nations en Côte d'Ivoire, mais nous avons donc deux nations un peu diamétralement opposées, hein. Une nation qui supporte le RDR devenir RHTP et une nation qui supporte l'opposition. La nation qui supporte le RDR devenir RHTP, c'est une nation qui privilégie la violence, la conservation du pouvoir, nos démocraties, vous comprenez, hein, les coups d'État, porter soutien donc à la rébellion. Oui, cette nation l'a fait et ils l'ont fait avec beaucoup donc de gaieté et ils le font maintenant. Vous savez, je vais sur leur plateforme. Mais ce qui se dit, croyez-moi, parfois je me pose la question, si ce sont des intellectuels qui parlent, si ce sont donc des Ivoiriens,
Oui, il n'y a pas du tout de remords. Ce qui est en train de se passer est normal. Exclure des candidats pour permettre à M. Ouattara ou RDR de conserver le pouvoir, c'est normal. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Allah qui le demande. Voilà, si vous voulez, les réalités dans lesquelles nous vivons donc dans notre pays. Alors que ces mêmes personnes ont encouragé la prise des armes contre les autres leaders hier parce qu'ils pensaient que ces autres leaders voulaient conserver donc le pouvoir. Oh oui, on n'entend plus maintenant un président élu deux fois, élu trois fois. Ça sera la dictature. Yeah, on n'entendait plus. On n'entend plus. Quitte le pouvoir, je t'ai dit, quitte le pouvoir. On n'entend plus tout cela. Yeah, quelle hypocrisie. Yeah. Et là, dans tout ça, ladies and gentlemen, il y a une question fondamentale que nous nous posons aujourd'hui. Oui, qui finance les candidats? Qui finance M. Ouattara? Qui finance ses adversaires? Yeah. C'est toujours important donc de le savoir. M. Ouattara est toujours donc le candidat de l'étranger à ne pas confondre avec le candidat étranger. Non, c'est le candidat de l'étranger, c'est lui qui fait donc la promotion surtout des investissements donc des étrangers. Voilà, c'est ce que nous appelons le candidat de l'étranger. Mais pas, on ne dit pas que M. Ouattara est étranger, mais le candidat de l'étranger, celui qui fait la promotion plutôt des investissements des étrangers. Oui, la Côte d'Ivoire en a besoin. Mais combien dans cette situation les Ivoiriens eux-mêmes gagnent, bénéficient? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une structure en place ou bien un système en place pour faire la promotion des Ivoiriens afin qu'eux-mêmes demain ils puissent contrôler leur économie? Donc vous voyez, chers amis, bonsoir donc à tous. Ici, donc c'est Jacques Roger. Vous écoutez donc, chers amis, Afrique 2050 Radio sur l'émission Jacques Roger sur Afrique 2050. Ce soir, nous n'avons pas d'invité, pas d'invité, pas de filtre. Juste, vous et moi. Une situation simple, mais explosive, les gentlemen. Monsieur Ouattara, toujours le candidat de l'étranger. Oui, qui finance Monsieur Ouattara? Qui finance ses opposants? Qui finance ses adversaires? Ah oui, c'est très important. Monsieur Ouattara est toujours le candidat de l'étranger avec tout ce que nous voyons. C'est la question que nous devons poser. Pourquoi les non-ivoiriens supportent tant M. Ouattara? Pourquoi les investisseurs étrangers, pour le moment, supportent tant M. Ouattara? Aucune transparence dans tout ce qui se passe. Oui, nous avons beaucoup d'informations qui circulent. Aujourd'hui, on nous dit que donc l'avion qu'utilise M. Ouattara, c'est donc un avion donc de Burkinabé, euh, de BTP. Oui, c'est de son avion qui circule. Des investisseurs étrangers, des grands groupes, aujourd'hui, supportent M. Ouattara, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est lui qui les a aidés à s'installer dans le pays. Quand on parle donc d'élections en Côte d'Ivoire, on aime donc citer donc les chiffres. Voilà, le PNB, la croissance, le budget des infrastructures, tout cela. Mais on oublie, cher ami, l'essentiel. Hein. Combien coûte un candidat? Est-ce qu'il a vraiment même d'élection? Combien coûte réellement donc le candidat du RDR devenu RHP qui est donc au pouvoir? Parce que les autres, pratiquement, ils ne coûtent rien. Ils ne pourront même pas dépenser même 500 000 francs CFA donc dans la campagne. On reviendra un peu toutes ces informations qui circulent, oui. Oui, combien? Parce que faire une campagne, ça se paye. Les affiches, les meetings, la communication, les déplacements, avions privés, sécurité, surtout quand on est au pouvoir. Et quand on regarde autour, on voit vite, donc, on voit vite, cher ami, on voit très vite que certains candidats dépensent comme, voilà, des États. Oui, le candidat de Ouattara dépense partout les meetings. Oh, on utilise même les moyens donc, de l'État. On privilégie même tout ce qu'il faut de l'État pour permettre au candidat Ouattara de gagner. Une élection qui est déjà gagnée parce qu'on a exclu tous les candidats potentiels. Parce qu'en réalité, le dit gentleman, on ne lit pas. On n'a même pas appris du passé. On n'a pas du tout appris donc du passé. Le passé ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de conserver le pouvoir. Comment avoir le pouvoir? Comment rester au pouvoir? Voilà ce qui est plus important. Sinon, les candidats comme M. Ouattara, depuis donc des années 1990 jusqu'à maintenant, le candidat de nationalité douteuse, selon donc notre Cour suprême, qui a été candidat après donc un coup d'État, la division donc du pays, après avoir utilisé donc l'article 48 exceptionnellement pour permettre à M. Ouattara d'être candidat, aujourd'hui c'est le même Ouattara qui exclut d'autres candidats.
Alors qu'il a dit, ah, vous savez, exclure les candidats, ce n'est pas de mon genre. Mais aujourd'hui, c'est devenu donc l'ADN du parti au pouvoir. Exclure. Yeah, on a exclu Thiam. Thiam qui pèse, selon des derniers chiffres, entre 30 et 40% de la population. Laurent Gbagbo, qui pèse aujourd'hui entre 30 et 40% de la population. Vous comprenez? On exclut. On exclut Afing Gessa. On exclut Vincent Tobi. On exclut Assalé Timoko Antoine. Yeah. On va mettre des candidats, c'est tellement qu'ils ne sont même pas testés sur le terrain. Lagou, elle a déjà participé à une élection, elle a eu 0,03% ou quelque chose, donc elle ne pèse rien. Elle ne vaut pratiquement rien. On ne sait même pas pourquoi elle est candidate, même d'ailleurs. Elle ne vaut pratiquement rien. Jean-Louis Billon, il n'a jamais été candidat à une élection, vous comprenez? Il pèse quoi? Surtout après son différend avec le PDCI-RDA qui est aujourd'hui pratiquement un peu donc en guillemets on peut dire la loi au niveau du PDCI-RDA? Who knows? Yeah. Simone Gbagbo, elle pèse quoi? Je ne sais pas. Ah, qui encore, quel autre candidat encore là? Awa Domelo, il pèse quoi? Voilà un intellectuel. Mais croyez-moi, vous savez, dans une compétition, c'est une question d'opportunité. C'est une question d'opportunité. Il faut savoir comment poser ta candidature, où poser ta candidature. Vous comprenez? C'est ce qui peut te faire gagner. Tu as beau être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, celui qui a le meilleur programme, mais si tu poses ta candidature à des moments parfois ambigus, non, tu ne peux pas gagner. C'est aussi clair. Un Nawab Domelo qui avait donc le soutien de toute l'opposition allait battre M. Ouattara. Une Simone Gbagbo qui avait le soutien de toute l'opposition allait battre Ouattara. Jean-Louis Billon qui avait le soutien de toute l'opposition, même une grande partie de l'opposition allait battre M. Ouattara. Mais là, pour le moment, ils n'ont pas de soutien donc, de l'opposition. Ils vont gagner qui? Ils vont gagner comment? Il faut passer où pour gagner? Ah oui, mais Ouattara le sait. Mais eux, ils sont candidats, ils sont contents de ce bas de campagne. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais vous savez, les Ivoiriens réfléchissent. Ils vont tellement loin. Il y a la spéculation, vous comprenez. Il y a ce qui se dit entre les quatre lignes. Mais à l'émission, on ne peut pas certainement dire parce que nous n'avons pas réellement des preuves pour soutenir. Ouais, mais c'est ça. C'est l'égoïsme de l'Ivoirien qui nous met dans cette situation. On met l'égoïsme toujours, vous comprenez, notre ego toujours au-dessus donc, du pays. Yeah. Sinon, des candidats qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner, pourquoi ils se décident donc d'être candidats? Je ne sais pas. Alors, je pose donc la question ici ce soir. Candidat à la présidentielle, avez-vous reçu donc de l'argent donc, de M. Ouattara ou de son entourage? Il faut se poser des questions. Les deux dernières élections, les candidats avaient reçu 100 millions, 100 millions des caisses de l'État de la part de M. Ouattara. Oui, ils ont reçu 100 millions. Aujourd'hui, après, donc, nous avons suivi, on avait lu un article de Africa Intelligence. D'abord, au départ, nous avons eu donc une correspondance que les candidats avaient reçu donc 200 millions chacun. Ce que, selon Africa Intelligence, deux candidats ou bien trois candidats n'étaient pas du tout d'accord, qui demandaient plus de 500 millions. Yeah, c'est ça. Bon, pour le moment, il y a l'opacité. Une chose est sûre, c'est que c'est tellement qu'ils ont reçu de l'argent, puisque les années précédentes, les autres ont reçu de l'argent. Combien ont-ils reçu? Pourquoi il y a le blackout? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Ça, c'est de la corruption. S'ils ne nous parlent pas de ça, ils ne nous disent pas qui finance les candidats, de la campagne. Ah oui, ça devient de la corruption. Oui, si Simone Gbagbo a reçu de l'argent de M. Ouattara, qu'elle ne nous déclare pas. On va dans les meetings où il est certainement en train de banaliser. Ah oui, on dit que M. Ouattara m'a donné 6 milliards. En banalisant cela, vous avez reçu combien de M. Ouattara? C'est la question. Dites la vérité aux Ivoiriens. Avez-vous reçu de l'argent, oui ou non? Si vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens, que demain nous apprenons que vous avez reçu de l'argent, ça devient de la corruption, on peut vous condamner pour ça. Une question de transparence. Si vous avez reçu de l'argent de M. Ouattara, dites-le nous que vous avez reçu de l'argent et combien et pourquoi vous avez accepté. Et comme ça, les Ivoiriens savent avant d'aller voter. Non, mais ce n'est pas le cas. Oui. Et si oui, si vous avez reçu combien? Ça devient important. Je ne dis pas forcément que vous avez reçu de l'argent, mais si vous avez reçu de l'argent, parce que les années précédentes, les candidats ont reçu de l'argent. Non, ceux qui parlent de la Constitution, notre Constitution est claire. Notre Constitution n'a jamais dit que les candidats à une élection présidentielle doivent bénéficier donc du soutien de l'État. Jamais. Ça n'a jamais été écrit dans notre Constitution. Dans nos textes, ce qui est écrit, c'est que les partis politiques sont financés à hauteur
de 2 millièmes du budget donc, de l'État. Donc, si vous allez avec ce budget de l'État aujourd'hui, qu'on nous parle de près donc, de 15 000 milliards, 2 milliards de ce budget, je crois que ça ne fait pas savoir faire combien, je ne sais pas si c'est 2 milliards de ce budget, ça ne s'est pas fait 3 milliards ou 4 milliards ou 5 milliards. Donc, les partis politiques devaient se financer cette somme chaque année. Mais M. Ouattara refuse de financer les partis politiques parce qu'il veut avoir des partis faibles. Il veut avoir des dirigeants qui n'ont pratiquement pas d'argent pour soutenir les campagnes et des cadres qui vont se livrer à lui parce qu'ils n'auront pas du tout d'argent. C'est un parti qui n'a pas du tout d'argent pour payer ses cadres et ses cadres veulent directement aller vers lui. C'est une violation donc, de nos lois. Pourquoi le PDCIRDA, depuis pratiquement 2 ans, 3 années, n'a pas encore reçu donc, de l'argent de l'État, conformément à nos tests? Pourquoi le PPACI n'a pas reçu de l'argent de l'État depuis ces derniers au moins 2, 3, 4 années? Pourquoi le FPI n'a pas reçu de l'argent? Voilà la violation donc, de nos tests que nous devons certainement en parler, les gentlemen. Mais non, mais nous n'en parlons pas. Nous pouvons donc nous focaliser sur des choses pratiquement inutiles. Yeah. Ces candidats ont-ils reçu de l'argent? Oui, ils doivent nous dire la vérité. Oui, ils doivent nous dire la vérité. Nous devons leur poser des questions, oui ou non. Avez-vous reçu de l'argent de M. Ouattara? Si oui, combien? Et pourquoi vous l'avez accepté? D'où vient cet argent? Oui, nous devons le savoir, les gentlemen. Oh, je veux être candidat, tu te prépares comment pour être candidat? Pour venir accepter l'argent de Ouattara pour être candidat? Alors, je ne sais pas, les gentlemen. Même si c'est le cas, ça devient grave. Yeah, ça devient très grave. C'est-à-dire, vous êtes candidat, vous comprenez? Et c'est votre adversaire que vous voulez battre là qui finance votre candidat, votre élection, votre campagne. Yeah, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Si c'est le cas, et en plus, si vous nous cachez la vérité, et si vous avez reçu un tel montant que vous avez déclaré notre montant, oui, les gentlemen, ça devient aussi une corruption. Et demain, on peut vous poursuivre pour ça. Yeah, c'est clair. Je demande donc la vérité, les gentlemen, parce que donc un candidat qui attend donc le financement donc du régime pour exister, ce n'est pas un opposant, ce n'est pas un candidat sérieux, c'est un sous-traitant. C'est un sous-traitant. Surtout quand vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens. Avez-vous reçu de l'argent? Oui ou non, c'est clair. Et dans cette élection, si vous voulez, donc les sous-traitants sont nombreux. Certains portent même les habits d'opposants ou bien d'opposition, d'autres de neutralité. Mais tous mangent à la même table, celle donc de l'État, des contrats, des marchés publics, ou bien des postes qu'on a promis après donc la victoire donc, de M. Ouattara. On parle donc des postes stratégiques. Voilà comment l'Ivoirien, ou bien nos leaders ont commercialisé, ont vendu donc la lutte pour leurs propres intérêts. Je ne suis pas forcément en train de critiquer l'opposition ici, les gentlemen, ce n'est pas mon intention. Mais oui, si vous avez reçu de l'argent, au moins soyez honnête et dites cela aux Ivoiriens. Oui, nous avons reçu donc un financement de M. Ouattara disant que c'est un financement donc de l'État. Et nous avons reçu à hauteur, comme les années précédentes, nous a donné 100 millions. Aujourd'hui, nous avons reçu au moins 200 millions, ou 300 millions, ou 400 millions. Mais vous devez le dire. Si vous ne le dites pas, vous êtes candidat contre Ouattara qui finance votre candidature, mais les gentlemen, on va où là? Comme le disait mon père, est-ce qu'on a fait un aller-retour? Voilà la situation. Voilà la réalité qu'on ne veut pas nous dire, qu'on ne veut pas dire au peuple. Oui, on vous parle donc de programme. Non, dans cette campagne, combien de personnes ont-ils parlé de programme? J'ai eu au moins 2 candidats qui m'ont apporté donc le programme, et apparemment, qui les écoute, qui les entend? Ils sont où? On le voit 2 ou 3 meetings ici, 2, 3 meetings, ça peut faire basculer quelqu'un? Non, c'est-à-dire qu'on joue avec des campagnes présidentielles. Ah mais non! Une campagne présidentielle, là, croyez-moi, ce n'est pas les jouer, ce n'est pas un jeu d'arboilé. C'est une campagne présidentielle, c'est quelque chose qui se prépare pratiquement au moins des années, ou bien des mois. On ne se lève pas comme ça à 1 mois et demi donc d'une candidature acceptée comme la Cour constitutionnelle, mais depuis voilà, c'est maintenant je vais battre campagne. À battre campagne, battre campagne comment? Nous avons certainement des comédiens, vous comprenez? À part, et tous là, parmi ces candidats, celui apparemment qui était un peu mieux préparé, c'était Jean-Louis Billon, puisque lui, il préparait celui-là depuis pratiquement au moins des années. Mais encore lui, depuis des années, et là, est-ce qu'il a-t-il réussi à imposer donc ses idées? A-t-il réussi à imposer sa candidature? Qui parle de lui? Ah non, personne. Peut-être c'est dans des endroits où il passe au moins quelques fois pour des campagnes que d'autres en parlent, mais en réalité, zéro. Ils vont gagner les élections comment? Ils vont gagner comment? Les Ivoiriens n'ont pas encore retiré, on parle de entre 5 et 10% pour le moment, le taux de retrait donc des cartes d'électeurs.
Disons même si ça va jusqu'à 20%, puisqu'on a prorogé exprès, vous comprenez, on a tenté même de menacer donc le peuple. Nous reviendrons un peu sur tout cela tout à l'heure. Yeah. Ils vont gagner comment les élections? Comment? C'est de la comédie. C'est jouer avec le peuple. Jouer avec cette volonté donc du nouveau paradigme que le peuple attend. Mais croyez-moi, le peuple vous regarde. Et le peuple va vous juger. Vous risquez de tuer pratiquement toute votre carrière politique avec ça. Ça se voit avec mon frère Kakabe, que nous avons même supporté. On se voit comment c'est qui s'est passé. Peut-être qu'il a pu avoir donc un poste pour lui-même, pour sa famille. Mais Kakabe ne pèse pratiquement plus. Plus rien. Plus rien. Il n'a plus l'aura qu'il avait. Peut-être qu'il avait les moyens pour survivre aujourd'hui, financièrement, peut-être. Mais sur le plan politique, c'est quelqu'un qui est pratiquement mort politiquement. Parce qu'à un moment donné, il n'avait pas écouté donc, la volonté donc, du peuple. Yeah. Don't get me wrong. Don't get me wrong. I'm not saying that they do not have a right to compete. No. It's not what I'm saying at this point. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de compétir. Yeah. Ils ont déposé la candidature, ils ont été acceptés, oui, ils s'en vont. Mais vous allez à cette élection, pourquoi? Vous représentez quoi? Vous allez vendre quoi? Vous voulez que pourquoi voulez-vous que les Ivoiriens votent pour vous? Vous allez compétir parce qu'il faut compétir, ou bien parce que vous voulez certainement vous moquer d'autres, ou bien parce que vous voulez vous venger. Mais c'est de ça qu'il s'agit ici. Parce que quand on va à une élection, c'est pour les gagner. Mais vous allez, c'est pour les gagner, c'est ça? Vous avez gagné comment? Vous avez fait vos calculs comment? Avec un RHTP que même Mme Simone Gbagbo même disait qu'ils ont tout tripatoué. Aujourd'hui, c'est ce même RHTP que Mme Simone Gbagbo va compétir. Pour gagner quoi, les gentlemen? Elle va aller où? Elle va gagner quoi? Elle ne peut pas gagner une élection face au RHTP dans ces conditions. Je ne suis pas l'oiseau de mauvaise augure, les gentlemen. C'est la réalité. Nous sommes tous Ivoiriens et nous savons réellement ce qui se passe. Elle ne peut pas gagner des élections. Elle ne peut pas dépasser même 3%, 4%. Mais non, les quatre réunis ne vont même pas dépasser sincèrement 15-20%. Ce n'est pas possible. S'ils dépassent 20%, c'est qu'ils ont gagné les élections. Ils ne vont même pas dépasser 20%. Le RHTP a déjà son plan. Le Tako Kelly. Tako Kelly déclaré M. Ouattara vainqueur. Minimum 75% des intentions de vote. Minimum. Et comme ils sont gourmands, ils iront jusqu'à 86%. Yeah. Suivez mon regard. 86% vont déclarer M. Ouattara vainqueur. Et M. Ouattara, avec les 86%, va tenter donc de légitimer sa victoire. Il dira que voilà, je suis en face donc de 4 candidats, nous étions 5, et j'ai eu donc 85%, ce qui veut dire que la population est avec moi. Voilà comment M. Ouattara et son parti iront donc vendre, si vous voulez, cette victoire à la pirouette au monde entier. Voilà ce qui se passera lundi. Nos amis, chers amis. Donc on regarde, pas de programme. Oui, rien. Vous connaissez le programme de ces candidats-là sur le France CFA? Vous les avez écoutés? On les a vus pratiquement au moins passer donc à la réunion, à la télévision, mais c'était honteux. C'était tout sauf une campagne. Rien. Ils sont seulement suivis par un seul camp. Le RD est devenu RHP. C'est lui qui devient arbitre, juge et arbitre. Et vous allez compétir quand le RD est devenu RHP contre ces télévisions, contre ces militants. Vous allez gagner quoi? Ah mais non! Les Ivoiriens vous tiendront donc responsables pour ça. Et c'est vraiment dommage. Vous comprenez? C'est vraiment dommage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les Ivoiriens ne vont pas du tout apprécier, vont pas bien apprécier ce qui est en train de se passer. Oui, vous comprenez. C'est une Côte d'Ivoire solidaire, vous voyez. Mais derrière les rideaux, on se partage les financements. Oui, c'est-à-dire que c'est quand même... Oui, non, ça me met réellement mal à l'aise. Vous savez, il fut un moment où les Ivoiriens votaient pour des idées. Même pendant le parti unique, les Ivoiriens votaient quand même pour des idées. Pendant le multipartisme, il y avait eu quand même, pendant cette période, des gens qui votaient quand même des idées. On a vu les idées de gauche représentées par le Front populaire avec monsieur, le candidat Laurent Gbagbo et le président Houphouët-Boigny. Les gens sont allés voter pour des idées dans des conditions que nous savons. Aujourd'hui, on achète la loyauté à kilo, le silence à la tonne et la conscience au crédit. Pour ne pas dire à crédit. Oui. Et quand on ose poser donc des questions, on vous accuse d'être antinational ou anti-paix ou pire encore, problématique. Vous
voilà ce qui se passe. Et oui, oui, je suis problématique pour donc des menteurs. Oui, Jacques Roger est problématique pour des menteurs. Parce qu'il ose certainement donc poser donc ces vrais sujets sur la table. Oui, il parle trop. Il dit quoi même? Parce qu'aujourd'hui, hein, je refuse cette opacité qui tue donc la démocratie. Ah oui, donc je deviens un homme aussi dangereux. Parce que je critique et parce que je parle de la situation. Oui, ça devient un crime. Mais au-delà de tout ça, qui finance les candidats? Oui, aujourd'hui, nous nous rendons compte, si les informations sont correctes, c'est Ouattara qui finance lui-même ses candidats. En guillemets, s'il leur a donné de l'argent. Parce que, comme je l'ai dit, dans notre constitution, la constitution ne prévoyait pas cela. Mais si les candidats ont reçu des millions, des centaines de millions pour les candidatures, ils doivent déclarer cela, ils doivent le dire. Mais ils ne le disent pas. Quand on parle, c'est avec ironie qu'on va dire, ah oui, oui, on dit que M. Ouattara m'a donné l'argent. Il vous a donné de l'argent, oui ou non? This is a question. Ne pas nous dire, c'est mentir. Ne pas nous dire, c'est de la corruption. Et demain, si nous apprenons cela, vous devez être jugé pour corruption, comprenez? Pour avoir accepté donc la corruption, pour avoir menti au peuple, pour n'avoir pas dit la vérité au peuple, vous allez aller compétir avec l'argent de M. Ouattara et tromper donc la vigilance donc, du peuple. Oui, eux, nous avons l'impression qu'ils les financent. Mais qui finance le candidat Ouattara? Parlons du cœur du sujet. Qui finance réellement donc la candidature de M. Ouattara? Oui, c'est l'étranger. C'est beaucoup de candidats donc de l'étranger. Ah oui, aujourd'hui, il est dans un avion d'un étranger. Oui, l'homme d'affaires burkinabé, qui a loué donc sa voiture, que M. Ouattara est dans son avion hein, pour sa campagne, selon les informations que nous avons eues. Oui, on parle donc de M. Ouattara, c'est dans le Ouattara Business Club. Yeah. C'est le Ouattara Business Club qui finance M. Ouattara. Ce Ouattara Business Club qui est composé de personnes qui ont reçu donc des gros marchés, vous comprenez, des gros marchés qui détiennent les mandes d'État et ceux-là qui sont autour de M. Ouattara. C'est le Ouattara Business Club, le club d'investisseurs étrangers. Et certains Ivoiriens qui financent sa candidature. C'est clair. Yeah. Ce sont donc des hommes d'affaires. Le Ouattara Business Club, des hommes d'affaires, des familles libanaises, des partenaires maliens, des patrons ivoiriens, des sociétés qui vivent à l'ombre du pouvoir. Oui, c'est ceux-là qui financent sa candidature. Des gens qui sont devenus puissants. Des gens dont les noms se trouvent dans tous les grands marchés publics de Côte d'Ivoire. Yeah, le Ouattara Business Club. Oui, c'est le Ouattara Business Club qui finance aujourd'hui la candidature de M. Ouattara. Alors, posons-nous donc, est-ce du patriotisme ou du déplacement? Parce qu'en Côte d'Ivoire, chers amis, il faut le dire, investir donc dans le pouvoir, c'est plus rentable qu'investir donc dans le cacao, qu'investir dans le café, qu'investir même dans d'autres business. Oui, le Ouattara Business Club, quand vous investissez aujourd'hui en politique, yeah, vous vous en sortez. Ceux qui financent aujourd'hui récolteront donc demain. Yeah, c'est le quiproquo. Je te donne et tu me donnes. Et pas donc des cacahuètes, hein. C'est des ports, des routes, des contrats, des banques, des monopoles. Voilà. Voilà pourquoi donc la politique ivoirienne n'est plus qu'un combat d'idées, mais un portefeuille donc d'action. Et quand j'entends qu'on emprunte pour construire pendant que le peuple s'endette, oui, je ris jaune. Parce que donc la dette publique, c'est donc la caution donc, de nos bailleurs politiques. Oui, on emprunte pour donner cela aux businessmen en même temps pour financer donc des campagnes. Imaginez-vous un président qui s'endette au nom du peuple pour rembourser hein, donc les promesses faites à des financiers. Yeah. Il va s'endetter au nom donc du peuple. Mais ce Ouattara Business Club est là. C'est avec cet argent des endettements qui sont payés. Voilà comment naît, si vous voulez, donc des régimes captifs. Et ils ne gouvernent plus pour la nation, mais pour leurs sponsors, pour leurs amis. Il n'y a pas du tout de limite en matière donc, de campagne. On peut dépenser comme on veut. On ne nous dit pas d'où vient l'argent. Alors, oui, Ouattara est aujourd'hui donc le candidat donc de l'étranger parce que ce sont des étrangers, beaucoup d'étrangers qui le financent. Pas forcément donc de la France ou du FMI, non. Cette fois, non, ce n'est pas d'eux. Ce sont donc des investisseurs étrangers. On a cité beaucoup de noms qui circulent pour une question, puisque nous n'avons pas tellement de confirmation, nous ne pouvons pas directement révéler donc ces noms.
que vous connaissez déjà, ces noms qui circulent pratiquement au moins dans les milieux d'affaires. Et vous, citoyens, où êtes-vous dans tout ça? Vous payez donc les impôts, vous subissez donc les taxes, vous supportez donc les déguerpissements, pendant que d'autres s'enrichissent avec nos votes. Il y a le Ouattara Business Club. Ils sont pratiquement vachement riches. Je l'ai dit sans haine. Tant que l'argent dictera donc la politique de la Côte d'Ivoire restera donc prisonnière donc des intérêts privés. Alors vous allez me dire que cela se passe pratiquement dans tous les pays du monde. Il y a, peut-être, oui. Mais cependant, il y a des réglementations, mais chez nous, il n'y a pas du tout de réglementation. C'est ça, c'est ce qui fait la différence. Et il y a donc des sommes qu'on ne peut pas dépenser, vous comprenez. Il y a des candidats aux États-Unis qui ne peuvent pas dépenser plus de on ne peut pas donner plus de 2 000 dollars ou bien 5 000 dollars, 10 000 dollars à un candidat. Si vous n'êtes pas dans tel. Chez nous, ce n'est pas réglementé. On ne sait pas qui fait quoi, d'où vient l'argent. L'argent de l'étranger, l'argent des investisseurs, l'argent des narcotrafiquants. Mais non, nous n'avons aucune information. Oui, les gens de l'argent, ils vont. Et cette élection, si elle se joue encore à coup d'échecs et pas forcément à coup donc de vote. Chers amis, nous sommes donc dans une situation donc assez difficile. Le vainqueur, cher ami, ne sera pas donc le plus aimé, mais le plus financé. Si vous me direz que c'est la politique, c'est le nerf de l'argent et les nerfs de la politique, vous n'avez pas tort. Mais cependant, cela aussi ne nous empêche pas donc de critiquer ce qui est en train de se passer. Mais la question fondamentale que nous nous posons, ladies and gentlemen, hier, imaginons un peu la suite. Pensons un tout petit peu. Le 25 octobre 2025, qu'est-ce qui se passera? Les résultats tombent. Et comme par magie, le candidat, par magie, en guillemets, hein, M. Ouattara l'emporte. Qu'est-ce qui se passera? Nous sommes allés encore pour 5 années du statu quo. Voilà la question à laquelle nous devons donc nous poser. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ça? Le moment est venu donc de penser, après 25 octobre 2025, qu'il y ait élection ou pas. Après, qu'est-ce qui se passera? S'il n'y a pas d'élection après le 25, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a des élections, après, qu'est-ce qu'on fait? Si un candidat est déclaré vainqueur, quand M. Ouattara sera déclaré vainqueur, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la question fondamentale que nous devons commencer à nous poser. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait de notre paradigme? Qu'est-ce qu'on fait d'une minorité qui a trépatoué pour arriver au pouvoir? Qu'est-ce qu'on fait d'un parti politique qui a créé les conditions pour éliminer tous les candidats sérieux pour arriver au pouvoir? Quelle légitimité ils ont? Devons-nous les laisser donc gérer le pays seuls encore pendant 5 ans? Tripatouiller, eux, vous comprenez, faire du rattrapage chronique que nous voyons. Ce rattrapage est tellement supporté par ceux qui ont bénéficié, qui ne veulent pas du tout de changement. Qu'allons-nous faire? Allons-nous laisser encore, ça veut dire 20 ans de ce rattrapage? Chers amis, voilà la question que nous devons poser. Nous sommes là, on regarde, on subit, ou on agit. Qu'est-ce qu'on fait? Si on laisse donc le pouvoir illégitime gouverner sans contre-pouvoir, alors nous validons donc notre propre effacement. Yeah, après le 25, qu'il y ait des élections ou pas, qu'un candidat soit déclaré vainqueur ou pas, disons quand M. Ouattara sera déclaré vainqueur, on fait quoi après? Voilà la question que nous devons commencer à nous poser. Yes, c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ils feront tout pour qu'il n'y ait pas des élections. Great. Mais nous posons-nous la question, au cas où il y a des élections, que M. Ouattara est élu, qu'est-ce qu'on fait? Oui, M. Ouattara gagne ces élections-là, on fait comment? Quand M. Ouattara gagnera le 25, on fait comment? Je crois que le moment est arrivé, les gentlemen, que nous commençons à nous poser donc ces questions. Voilà. Mais attention, je ne parle pas donc de violence non plus. Hein? Non, je ne parle pas de violence. Je parle de la résistance intelligente. Nous devons agir. Un contre-pouvoir citoyen. Nous devons commencer déjà à penser à ça. Quelqu'un qui est élu sans notre volonté. Quelqu'un qui est élu pour avoir écarté, après avoir écarté la volonté donc, du peuple, qui va se déclarer vainqueur. Avec une cour constitutionnelle donc, qui a sa cause. Un conseil constitutionnel qui travaille pour lui. On fait quoi dans tout ça? Nous allons laisser encore quelqu'un qui a violé donc notre constitution, qui a tripatoué notre constitution, qui a menti au peuple en disant que la constitution ne permettait pas un deuxième mandat.
Et malgré ça, il allait à un troisième, un quatrième mandat, un candidat illégitime de contrôler le pays encore pendant les 5 années à venir. Voilà des questions que nous devons commencer à nous poser. Cela commence, cher ami, par donc refuser donc la résignation pour exiger donc la transparence et des comptes publics. Pas soutenir donc des médias indépendants, les journalistes courageux, les avocats, les artistes, tous ceux qui refusent donc de se taire. Nous devons commencer. Il faudrait qu'il y ait une solidarité parce que seuls ne pourront pas faire le travail. Ils vont continuer donc à brimer, à exclure, à arrêter, à intimider tous ceux qui vont critiquer donc ce mandat illégitime. On fait comment? Comment devons-nous préparer donc cette résistance de façon pacifique et intelligente en utilisant les moyens légaux et les moyens constitutionnels pour nous faire entendre? Parce qu'on ne peut pas continuer encore à laisser donc une minorité diriger le pays. Je le disais tout à l'heure en début de mission, nous avons donc deux nations. Nous avons déjà 4 nations dans ce pays, mais nous avons donc 2 grandes nations. Il y a la nation qui supporte M. Ouattara et la nation qui supporte les candidats donc de l'opposition. On fait comment dans tout ça? Aujourd'hui, c'est la nation qui supporte Ouattara qui se la coule douce, qui bénéficie de tous les contrats, qui a tout, et les autres n'ont pratiquement rien. On fait quoi dans tout ça, les gentlemen? Parce qu'un peuple qui parle encore n'est pas vaincu. Nous devons parler. Cela ne veut pas dire que nous devons aller en guerre contre Pierre ou Paul, mais non, ce n'est pas ce que nous demandons. Mais nous devons exercer nos droits. Quand vous n'êtes pas d'accord, on dit nous ne sommes pas d'accord. Si ce qui est en train de faire est en train de faire contre nous, nous avons le droit. La Constitution nous donne le droit de dire non. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et si demain, donc, les unes sont confisquées, vous comprenez, donc, par... Que reste-t-il encore? Parce que c'est ce qui est clair. Les unes sont confisquées. Nos candidats n'ont pas le choix de compétir. Parce qu'eux n'ont pas eu donc le courage donc, de prendre donc, des armes. Eux n'ont pas eu cette éducation donc, d'encourager la prise des armes. Ce sont des démocrates face à des gens qui ont encouragé la prise des armes pour prendre le pouvoir de force. Et aujourd'hui, ils sont en train d'imposer toutes sortes de coups d'État constitutionnels, coups d'État machin. Yeah. Qu'est-ce qui nous reste encore? La parole, le verbe, le mot. Même cette ironie qui tue donc la peur. C'est de ça que nous avons besoin. Il est temps de nous organiser. Alors moi, ce soir, chers amis, je vous parle. Je dis non à la politique donc des valises. Non aux candidats qui vendent leur dignité. Non à cette fausse démocratie financée par donc des étrangers et non jamais mis pied donc dans nos quartiers populaires. Oui, c'est le gros financier. Je ne dis pas forcément que c'est illégal, mais non. C'est parce que je suis en train de dire. Il y a des financements qui sont légaux, comme d'autres qui ne sont pas. Parce que donc la Côte d'Ivoire vaut mieux que ça, les gentlemen. Mais nous devons nous poser beaucoup de questions. Ce pays a donné donc au monde, au Fauboyer, Bédier, Gbagbo, Thiam, Ouattara, et 2 millions qui croient encore au mérite. Yeah, c'est ce mérite que nous voulons. On ne veut pas continuer donc à leur voler donc leur avenir sous prétexte que le système est comme ça. Yeah. Ils sont en train de voler notre avenir, l'avenir donc des jeunes. Tous ces jeunes qui longtemps ne participaient pas à la vie politique ont décidé pour une fois de participer à la vie politique de leur pays. On leur vole leur choix, on leur vole les candidats, on demande, on crée des conditions pour que les candidats ne puissent pas compétir. On fait comment? Le système, cher ami, c'est nous qui le faisons, c'est clair. Et nous devons imposer aux gens le système. Expliquer aux gens que ce système-là, c'est nous, c'est fait pour nous. Et nous ne sommes pas d'accord à la manière dont ce qui est en train d'être fait. Yeah. C'est ce que d'autres jeunes font au niveau d'Abidjan dans des conditions assez difficiles. On nous parle de près de 1500 arrestations en espace d'une semaine. Voilà. C'est un État politique. Ils sont en train de gérer nos jeunes. Le ministre de la Défense l'a dit. Ils seront gérés. Et là où je dis gère, on parle près de 1200 jeunes qui sont donc arrêtés parce qu'ils ont dit non. Ils n'ont pas du tout d'armes. Ils n'ont pas fait de rébellion. Une rébellion qui venait du Burkina Faso, qui a transidé donc par le nord, embauché donc les jeunes donc du nord pour venir descendre au sud, pour imposer tout ce qui est comme une main pour arriver au pouvoir. Yeah. Et c'est nous qui subissons. Et c'est nous le pouvoir. Et nous devons leur dire, s'ils ne sont pas d'accord, nous disons non.
Non, en utilisant donc tous les moyens qu'il faut, les moyens pacifiques pour dire non. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, les gentlemen. Je ne suis pas un leader. Je suis celui qui parle. Celui, c'est tellement qui peut peut-être analyse. Celui qui se dit, ah oui, c'est tellement peut-être qu'il a gros cœur, il vient parler. Oui, c'est un peu plus facile pour nous de parler. Mais ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux-là qui ont le burden of proof. Alors oui, après l'élection, qu'est-ce qu'il faut faire? Après l'élection, il faudra donc un contre-pouvoir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on devait préparer les deux. Oui, on fera en sorte qu'il n'y ait pas des élections. Mais s'il y a des élections que M. Ouattara gagne, qu'est-ce qu'on fait après? Il faudrait qu'on soit proactif. Il faudrait qu'on planifie déjà cela. Vous comprenez? Et comme ça, nous ne sommes pas du tout surpris par rapport à ce qui se passera. Oui, parce que autant vous préparez pour qu'il n'y ait pas d'élection, oui, M. Ouattara prépare aussi qu'il y ait des élections. Et il est au pays. Il a les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Vous comprenez? Donc la chance, les chances pour que les élections se tiennent, oui, ces chances sont meilleures, sont encore plus grandes que les chances que les élections ne se tiennent pas. Parce qu'il réellement, qu'on le veuille ou pas, il contrôle le pays. Il contrôle le pays. Yeah. Nous sommes à l'étranger. Nous sommes là-bas. Nous ne sommes pas unis. Même si nous sommes unis, vous comprenez? Mais nous n'avons pas cette force, cette organisation qui pourrait nous permettre à réellement ensemble dire non. Nous faisons de façon sporadique. Ici, ils ont la possibilité de casser. Alors que si on le faisait ensemble, pour une fois, on était unis, que le peuple sortait pour dire non, il ne pouvait rien faire. Mais on empêche ce peuple de sortir. Voilà. Yeah, voilà le vrai problème, les gentlemen. Alors oui, après les élections, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra donc un contre-pouvoir, un mouvement pacifique mais déterminé, une voix populaire sans peur et sans valise, des gens qui se battront réellement pour un idéal. Parce qu'un pays un pays ne meurt pas quand les dirigeants trahissent. Il meurt quand les citoyens se taisent. Yeah. Nous ne devons pas nous taire. Ça devait être un pouvoir, un combat perpétuel et continu pendant, après les élections. Vous comprenez? Nous devons continuer ce combat. Parce que si nous ne faisons rien, les gentlemen, c'est donc un seul camp qui va gérer, un seul clan qui va diriger ce pays. Ils vont nous imposer leur vouloir. Aujourd'hui, nous avons donc comment on appelle ça? La population ivoirienne qui grandit de façon vertigineuse. Des gens rentrent dans ce pays-là n'importe comment. Nos frontières sont devenues poreuses. Des gens qui ne viennent pas qu'on dise qu'il y a des étrangers. On distribue donc les cartes d'électeurs, les safety cards des nationalités, nos manchets à n'importe qui afin de pouvoir conserver le pouvoir. Ça devient un peu de l'ethnic cleansing que nous sommes en train donc de voir. Beaucoup de falsifications, de distribution donc de nos cartes d'identité, rien que pour pouvoir contrôler le pays, amener d'autres personnes pour augmenter notre électorat. N'oubliez pas ce qu'Adjoumani a dit. Hein. Nous, on n'a pas peur des étrangers. Nous, on n'a pas peur parce que voilà, pour augmenter notre électorat. Je ne sais pas si je peux retrouver au moins cette passée donc d'Adjoumani, de M. Adjoumani qui dit oui, oui, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur donc d'augmenter notre électorat. Voilà, bon, je ne sais pas si nous l'avons, mais nous ne l'avons pas. Alors, je vais voir si nous avons, ça va permettre à Adjoumani, c'est ça, Adjoumani. Euh, alors, yeah. Bon, ben, je ne sais pas si nous l'avons, ben, nous ne l'avons pas. Alors, ok, on reviendra peut-être sur ça un peu plus tard. On reviendra, voilà. Merci beaucoup. Alors, nous continuons donc notre émission. Il nous reste encore quelques petites minutes. Lectorat. Yeah. Voilà. On reviendra tout à l'heure sur toutes ces informations, les dieux de semaine. Et voilà, je pense que bon, on signale que nous n'avons pas l'élément n'est pas du tout prêt. Alors, il viendra. Alors, je sais pas. Vous savez, en son temps, quand le problème de l'ivoirité a été posé, moi,
j'étais en Italie. Finalement, ce sont 2000 ou 3000 qui sont reconnus comme Ivoiriens. Mais si notre objectif, c'est d'enrôler des étrangers, c'était une aubaine pour nous, n'est-ce pas? Mais de demander que ces gens-là viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Mais si vous avez vu que nous avons fait un travail de tri, c'est parce que le gouvernement ivoirien, en tout cas, est engagé à lutter contre la fraude de la nationalité. Donc, voyez-vous, c'est une mortale. C'est pour cela que nous essayons, tant bien que mal, de le ramener à la raison. Et je crois qu'il va comprendre. Surtout qu'aujourd'hui, on a donné des détails sur son neveu, qui fait partie des orpailleurs. Un Ghanéen là et un Ivoirien là, vous aurez du mal à faire la différence. Mais mettez Bion et puis Adjoumani. La différence est nette. Alors, si lui, il peut accepter qu'on le chasse, moi, jamais. Parce que je suis certes venu du Ghana, parce que mes ancêtres sont du Ghana, mais aujourd'hui, je suis établi en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Cependant, on a des parents au Ghana comme Bédié en a. Et nous, on a la chance de parler la même langue. Moi, je suis à Bron, il y a des Brons au Ghana. Le Baoulé n'est pas parlé au Ghana aujourd'hui, même s'il y a des similarités. C'est dire que moi, je suis même plus Ghanéen que n'importe qui. Mais aujourd'hui, je suis heureux et fier de me réclamer d'Ivoirien parce que je suis Ivoirien. J'ai décidé de m'établir ici. Mes parents sont venus. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Tout le monde est venu de quelque part. Donc, il faut que les gens le sachent. Et je crois que si Bion, lui, n'a pas compris que c'est pour lui que je me bats, c'est encore grave. Vous avez vu qu'ils ont fait le rappel de leurs troupes. Et pendant près d'une semaine ou 5 jours, ils ont fait la publicité. Mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDCI, là, la ruée vers le RHDP est très importante et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer. Mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDCI, là, la ruée vers le RHDP est très importante et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Voilà, comme le dirait l'autre, sans commentaire. Voilà, nous n'avons pas peur, voilà, d'aller à ces élections et d'enrôler donc des étrangers. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons, les gentlemen. Yeah, yeah, c'est clair. Où va donc l'argent? Le budget, la dette et les dépenses publiques. Nous aurons donc la possibilité, les gentlemen, donc de revenir donc sur ce sujet peut-être demain, où on parlera donc du budget donc de la Côte d'Ivoire, les différentes composantes du budget et où va réellement notre argent, comment notre argent est distribué. 30% pour tel ministère, 30% pour d'autres ministères. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire consacre entre 20 et 25% donc de ce budget pour payer donc les dettes chaque année. Donc en hauteur entre 2 000 et 3 000 milliards que la Côte d'Ivoire utilise pour payer donc la dette. Et donc la dette là que nous allons contracter entre 30 et 35 000 milliards, qu'est-ce qu'on en a fait? Où est parti cet argent? On a parlé des routes, oui. Mais Jawad Domino pense que la construction des routes, on n'a pas dépensé plus de 5 000 milliards. Donc, si nous avons contracté près donc, de 35 000 milliards, où sont partis les 30 000 milliards, les 30 000 milliards restants? On en fait quoi? Que les gens nous expliquent, puisqu'on doit payer donc la dette. Bien, nous posons donc ces questions, les gentlemen, ce n'est pas aller hors sujet. Normalement,